Aujourd'hui, à Où est-ce que t'es rendu? Je suis Anne Godin. J'ai passé 32 ans de ma vie derrière le micro de Radio-Canada. Je suis une grande passionnée de toutes sortes de choses dans la vie. À travers ses 32 ans de carrière à Radio-Canada Acadie, Anne Godin a su marquer les ondes de la société d'État en devenant l'une de ses animatrices les plus connues. À la télé comme à la radio, Anne Godin savait autant faire rire, réfléchir qu'informer les Acadiennes et les Acadiens des 4 provinces de l'Atlantique. Depuis son départ des ondes, elle s'occupe par de multiples projets. Elle a entre autres fait paraître en compagnie d'Amélie Poirier le livre de recettes Saveurs d'Acadie, cuisine traditionnelle et d'aujourd'hui. Au cours de son entretien, elle parle de sa jeunesse et du fait que ses études collégiales ne la prédestinaient pas à devenir animatrice. Rejoignons dans les studios de Kodiak FM Anne Godin au micro de Marc-André Leblanc. Anne Godin, merci d'être là. C'est un honneur pour moi de te recevoir. Je me rappelle que j'écoutais le Déclic. Comme ça s'appelait, hein? Oui. Quand j'ai grandi, puis j'écoutais la grande star de Radio-Canada, 32 ans à Radio-Canada. Oui. Probablement la personnalité la plus connue de Radio-Canada Acadie. Oh, je sais pas. Parmi ces personnalités-là, qu'est-ce qui explique ce succès-là de 32 ans à Radio-Canada, puis le fait que je pense que les gens vous appréciaient, vous connaissaient. Ouais. Ben, je vais te dire, Marc-André, il y a une réponse simple, c'est l'amour des gens. Mm. Moi, j'ai toujours aimé mon public. Puis c'est ce qui m'a nourri pendant 32 ans. Et je disais à mes patrons, ils n'aimaient pas toujours entendre ça, mais je disais à mes patrons, je travaille pas pour vous. Moi, je travaille pour mon public. Je travaille pour les gens, les Acadiens, les Acadiennes. Puis c'est ça qui me nourrit et ça a été tout le long de ma carrière pendant 32 ans. Et d'ailleurs, ça a été extrêmement difficile de quitter. Je ne sais pas si tu as écouté ma dernière émission, je pleurais comme une madeleine. Ça a été une décision difficile à prendre. Puis il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas pourquoi je partais, là, tu sais. Mais je devais le faire et ça a été difficile parce que c'était... le public me le rendait bien aussi. Mm-hmm. Je les aimais, puis je sentais, en tout cas, je pense qu'ils m'aimaient bien. Je pense que oui. Comment vous décririez ou que tu te décrirais? Parce que il y a eu du théâtre, il y a eu de la comédie, il y a de la cuisine. On pourra en parler de toutes ces choses-là. Multitâche. Ouais. Donc, est-ce que c'est ça la description? Ou? Ben, tu l'as dit. Moi, là, t'as vu, je suis une hyperactive. Mes sœurs, ils me disent toujours ça, ben, ça n'a pas de bon sens, là. Tu vas-tu slacker la patate un jour, là? Tu vas-tu être plus calme? Je suis une hyperactive. J'aime faire 100 000 choses en même temps. Puis ça a toujours été ça, ma vie. Je me décris comme quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses. J'aime beaucoup de choses. J'aime les gens, mais j'aime aussi découvrir. J'aime essayer des nouvelles affaires. Des fois, je me mets à risque. Je me mets en danger. En fait, toute ma vie, je me suis mis en danger. Je me mets tout le temps en danger. C'est comme ça que je me décrirais. Une personne qui aime l'aventure, qui aime essayer des nouvelles affaires, qui aime apprendre, je trouve que c'est ça qui fait que la vie est belle. D'essayer plein de choses, des choses qu'on n'est pas habitué de faire. Puis à chaque fois que tu te déstabilises, là, ben c'est sûr qu'au début, c'est difficile, mais là, tu découvres que la stabilité, ça revient après. Puis là, tu maîtrises ce que tu as commencé à faire. Puis tiens, là, tu commences à aimer ça. C'est un plaisir, ça, dans la vie. T'étais comme ça, tant jeune? Ah oui, moi, j'ai toujours été comme ça. Ma mère me disait, oh mon Dieu Seigneur, c'est une toupie, celle-là. J'ai juste parlé comme de l'aspect cuisine. Moi, j'ai toujours adoré la cuisine, passionnée par la cuisine. Et ma mère me racontait que quand j'avais 5 ans,
elle faisait des pâtisseries et j'étais toujours derrière son tablier. Puis je me mettais les 2 bras dans le bac à farine. Là, elle me disputait, hein, comprends-tu? Mais tu sais, la sensation de toucher des aliments, de les transformer. Puis j'ai commencé à cuisiner jeune. Je me souviens, je pense que j'avais 12 ans quand j'ai commencé à essayer des recettes. Puis, tu sais, ça a été comme ça dans tout ce que j'ai entrepris, là, si tu veux. Parlons-en de la cuisine. Mm-hmm. Donc, ça vient de ta mère, cet amour-là, ou Oui. est-ce que c'est elle qui t'a donné ces bases-là? Parce que tu as même animé une émission de Oui. cuisine à Radio-Canada. Oui, j'ai animé une émission de cuisine. Ça a Est-ce que été tu aussi... avais une formation en cuisine? Ça vient d'où? Je suis vraiment une autodidacte. Comme dans beaucoup de domaines dans ma vie, j'ai commencé à cuisiner, j'avais 12 ans et j'ai toujours appris des nouvelles choses. Je pense que c'est ça qui t'amène ailleurs dans la vie. Faut jamais avoir peur d'essayer des choses. J'ai eu des échecs dans ma vie, là. Comme, il y a des gens qui disent, Ben Godin, elle est tellement chanceuse, elle a tout réussi. C'est pas vrai du tout, là. J'ai eu beaucoup d'échecs. J'ai dû recommencer des choses, etc. Mais il faut essayer pour savoir. Et c'est ça. Plus tard, j'avais toujours cette passion. Ensuite, la cuisine internationale. Moi, j'ai épousé un Vietnamien, donc j'ai appris toute la cuisine vietnamienne. Puis ensuite, les voyages, comme j'adore les voyages et je suis une grande voyageuse. À chaque fois que je visitais un pays, j'apprenais des recettes. J'ai suivi ensuite des ateliers. J'en ai suivi en France, en Italie, en Grèce, au Vietnam. Puis je suis pas une personne très gênée, là. Souvent, moi, je vais te conter une anecdote. La dernière fois que je suis allée à Paris, justement pour le lancement de Saveurs d'Acadie, je suis allée dans un petit bistrot, le bistrot V, très, très bon, avec un chef incroyable. Et là, il y avait un feuilleté d'escargot à l'estragon, mais un délice. J'ai dit, ça me prend cette recette. Alors, je dis à la serveuse, j'aimerais rencontrer le chef. Puis elle dit, oui, venez, je vais vous présenter le chef. Alors, je la range, j'ai dit, ben là, moi, je tombe en amour avec votre recette. Est-ce que je peux la voir? Il dit, mais non, enfin, non, donne pas les recettes. Mais vous êtes qui? Vous êtes une chef, quoi? Non, moi, je suis une personne ordinaire. Et là, finalement, il a fini par me donner la recette que je fais maintenant. Donc, à chaque fois que je vois quelque chose ça peut être au Vietnam, écoute, je suis rentrée carrément dans la cuisine. C'était un restaurant de pho, la soupe pho, pour apprendre le secret je me suis fait jeter en dehors de la cuisine cette fois-là. Mais c'est des choses qui arrivent. Mais non, c'est une de mes passions. Puis j'apprends. La cuisine, écoute, t'es tout le temps en apprentissage, là. T'es jamais arrivé. C'est faire des expériences. C'est comme dans tout, finalement. C'est venu d'où le goût de faire un livre de recettes qui a gagné des prix, qui a... Oui. Oh, ben regarde, écoute, ça, comme je disais, la vie, ce n'est qu'un parcours d'accident. J'étais encore à Radio-Canada et j'avais cette passion pour la cuisine et un jour, j'ai fait une petite vidéo sur le fricot acadien. Je me dis, il faut que la recette de fricot, faut que ça reste, Fait que j'ai décidé de faire une vidéo. Bon, je fais un fricot. Ça a eu un succès fou, 45 000 vues, là. Ça n'avait pas de bon sens. Je dis, ben voyons donc. Fait que là, je me suis dit, je vais m'ouvrir une page de cuisine sur Facebook. Tu sais, cuisinons avec Anne, pourquoi pas. Alors, là, je commence à faire des petites vidéos de cuisine. Puis là, c'était comme 28 000 vues, 35 000. C'était fou. Puis je me suis ramassée avec 10 000 abonnés sur ma page de cuisine. J'ai dit, mais ça n'a pas de bon sens, là. Et puis là, un jour, je reçois un appel téléphonique d'un monsieur que je connaissais vraiment pas, Philippe Caetano, qui était éditeur. Puis, il me dit, je cherche quelqu'un pour faire un livre de recettes acadiennes. J'ai vu tes vidéos, j'ai vu ton fricot, tes plats et tout ça. Est-ce que tu serais intéressé? À vrai dire, je lui ai répondu non. Il dit, est-ce que je peux te rencontrer? Ben là, j'ai fini par dire oui. Donc, on s'est rencontrés au restaurant. Et avant de partir, je me souviens très bien que mon mari m'avait dit, tu dis non, là, tu t'embarques pas dans un livre de cuisine. Là, j'étais décidée, c'était non, c'est trop un gros projet, je suis pas la personne. Alors, j'arrive au restaurant, il finit par me convaincre de faire ce livre. Il m'a convaincue par les sentiments, parce que moi, j'ai toujours cru que tout ce qui est culture acadienne, donc la nourriture acadienne, doit être transmise. Il faut que les jeunes, nous, on va mourir, il faut que les jeunes
apprennent ça, le transmettent à nos jeunes pour que l'Acadie survive, pour que la culture acadienne. Et il m'a pris par les sentiments. Il dit, ça prend quelqu'un pour le faire et je pense que c'est toi. Et j'ai finalement accepté, mais ça a été, écoute, 2 ans de recherche parce que moi, je prends ça au sérieux. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches pour savoir exactement d'où ça venait, les plats. J'ai fait de la recherche beaucoup dans le livre de Marielle Cormier de Melvin Galland, qui est La cuisine traditionnelle en Acadie, qui est un livre exceptionnel. Mais ce livre-là avait été fait 44 ans avant. Donc, c'était le seul livre en français. Il n'y avait pas de livre en français. Il y avait 2 livres anglophones qui parlaient de la cuisine acadienne, mais c'était fait en Nouvelle-Écosse et c'était en anglais. Alors, je me disais, ça prend un livre en français. Puis c'est de là que c'est parti, puis l'aventure est partie comme ça. Y a-tu de la place pour un tome 2 en cuisine acadienne ou qu'une fois qu'on a fait le fricot, puis la poutine râpée, puis la râpure, puis les pêtes de sœur, c'est-tu juste ça? Ben écoute, mon éditeur, je sais pas, il voudrait que je fasse un 2e livre qui s'appellerait, ben là, c'est un projet, c'est même pas sûr qu'on va le faire. Je te dis des choses que personne ne sait, là. Exclusivité? Je ne sais pas si on va le faire. Ça devrait s'appeler Les Bouchées de la mer. C'est pas vraiment de la cuisine acadienne, mais ce serait une cuisine créative à partir de nos produits du terroir, donc nos fruits de mer. Parce que dans mon livre, j'ai créé quand même des plats, par exemple, avec le hareng boucané. J'ai créé 3 plats complètement inventés parce qu'on voulait mettre en valeur nos produits du terroir. C'est que peut-être, mais je ne le sais pas. On verra. L'avenir le dira. Votre mari te supporte-tu dans ce projet-là? Lui, il trouve que j'en fais trop, il trouve que je suis partout. Là, tu vois, je suis conteuse de légendes acadiennes. Je travaille avec le musée acadien, je travaille avec le centre d'études acadiennes. Je fais beaucoup de choses donc avec les musées. Là, je vais conter des légendes acadiennes au Festival Parlure d'ici. Ensuite, pas longtemps après, je suis animatrice au Salon du Livre parce que c'est une autre de mes passions, donc les livres. Je trouve que j'en fais beaucoup. Après avoir fait tout ça, ou en faisant tout ça, si on retourne en enfance, qu'est-ce que Anne Godin s'imaginait qu'elle allait faire quand elle était jeune? Moi, j'étais... comment je pourrais te dire? J'aimais beaucoup faire rire les gens. J'aimais rendre les gens heureux. Et j'aime toujours ça. C'est un peu le but. Moi, je me dis, le bon Dieu m'a mis sur la terre. J'ai été mis sur la terre pour donner du plaisir aux gens, pour rendre les gens heureux. Et ce qui m'apporte le plus grand bonheur dans ma vie, c'est de rendre les gens heureux autour de moi. Peut-être de leur faire oublier leurs petits tracas quotidiens. Etc. Donc, je faisais beaucoup rire les gens. J'imitais toutes sortes de personnages. J'imitais la Sagouine, j'imitais Dominique Michel. Quand j'étais jeune. Et rendu à la Polyvalente, j'ai commencé à faire du théâtre. D'ailleurs, j'ai fait du théâtre avec René Cormier, avec qui j'ai travaillé plus tard parce que j'étais co-animatrice à Maritime en direct avec lui. Puis, je voulais devenir comédienne et mon professeur de français, Sœur Colin, m'avait dit, mais tu as vraiment du talent. Parce que je suis une personne qui doute beaucoup de moi tout le temps. Hein, elle m'a dit, tu as vraiment du talent. Je me dis, ah bon? Elle dit, tu pourrais faire ce métier de comédienne-là. Tu as tout ce qu'il faut. Mais il faut étudier en théâtre. Et elle connaissait une de ses amies qui enseignait au conservatoire de théâtre, à l'école de théâtre à Montréal. Elle dit, je vais pouvoir t'aider à avoir une audition. Donc, elle m'a aidée, mais moi, j'ai fait ça en cachette un peu de mes parents. Donc, j'ai écrit, j'ai demandé une audition et tout ça. Et j'ai été acceptée pour l'audition. Et là, il a fallu le dire à mes parents un soir et la réaction a été terrible. Mes parents ne voulaient pas du tout. Mon père a dit, c'est pas un métier, c'est un métier de crève-faim. Ma mère a dit, ben non, on te voit pas là. Tu peux faire autre chose, que t'es intelligente, tu peux faire autre chose que ça. Et mon père, il dit, moi, franchement, je te le dis, si tu t'en vas là, je sais pas comment tu vas faire pour vivre parce qu'on va pas t'aider. Moi, je te donne pas un cent pour aller là-bas. Alors, j'ai un peu paniqué, puis je suis pas allée à mon audition. Que j'ai regretté toute ma vie. J'allais demander. Je dirais, le plus grand regret de ma vie. Ouais. J'aurais tellement aimé étudier dans une grande école de théâtre. C'est vraiment... ça aurait été le rêve de ma vie. Je l'ai pas fait.
Et j'ai un peu mis ça de côté pour faire autre chose, donc d'autres passions que j'avais. J'aimais beaucoup les voyages. Mon père voyageait beaucoup, donc je voyageais un peu avec lui. Puis mon père me disait, bon, ben t'aimes les voyages, pourquoi tu t'en vas pas étudier là-dedans? Bon, j'ai dit, ben pourquoi pas. Donc, je suis allée à Montréal, à l'ITHQ, l'Institut du tourisme et d'hôtellerie du Québec, et j'ai étudié 3 ans en tourisme. Donc, j'ai un DEC. Ça, il y a beaucoup de gens qui savent pas ça. Ouais, je l'apprends. J'ai un DEC en tourisme. Ouais. J'ai travaillé là-dedans. J'ai travaillé pour une agence de voyage. OK. J'ai travaillé pour le ministère du Tourisme du Québec, pour le Carnaval de Québec. Ça, j'ai aimé ça, par contre. J'ai travaillé aussi pour un grossiste, donc fabriquer des voyages. J'ai été guide accompagnatrice, tout ça. Mais après quelques années, j'aimais plus ça. J'étais vraiment malheureuse. Tu sais, quand tu te lèves le matin et tu te dis, il faut que j'aille travailler, mais que tu as mal au cœur parce que ça ne te tente pas. Je sais qu'il y a des gens qui vivent ça, je veux dire. Et à un moment donné, mon mari, lui, étudiait à l'Université Laval. OK. Il m'a dit, bon, garde, quitte tout, tu es encore jeune, retourne aux études. Oui, mais aux études pour faire quoi? Euh, Moi, j'avais toujours l'idée qu'aller étudier en théâtre, c'était pas pour moi. J'aurais pu à l'époque, j'aurais pu décider mais je l'ai pas fait. Et j'écoutais beaucoup de radio, moi, à l'époque, et je me disais, bon, animateur de radio, c'est quelque chose que, il me semble que ça me tenterait parce que je suis une personne qui pose beaucoup de questions. J'ai toujours été comme ça. Et je me suis inscrite au Collège des annonceurs du Québec. C'était un cours du soir, donc j'ai fait ça pendant 1 an. Et parallèlement à ça, je me suis inscrite à l'Université Laval au certificat en journalisme. J'avais pas de baccalauréat, j'avais un DEC, mais ils m'ont quand même accepté au certificat. Donc, j'ai commencé à étudier. Le jour, j'étudiais et le soir, j'avais des horaires extrêmement remplis. Le soir, j'étudiais au Collège des annonceurs. Et je me souviens, quand j'ai terminé le Collège des annonceurs du Québec, on était 22. 3 filles, le reste était toutes des garçons. Parce que le monde de la radio, à l'époque, là, on retourne dans les années 80, là, début 80, là, c'est un monde d'hommes. C'est un monde qui est misogyne, qui est sexiste. Alors, je suis arrivée 3e meilleure de ma promotion, mais tous les gars moins bons ont été embauchés, mais pas moi. Les filles, on n'a pas été embauchées, les 3 filles du cours. Et ça, c'était assez frustrant parce qu'on savait qu'on avait bien réussi. Un jour, je reçois un téléphone d'un poste de radio qui me dit, « Ah, vous avez vraiment une voix incroyable, on vous embauche. » J'ai dit, « Ah! » J'ai dit, c'est fantastique. C'était une émission de sexe de nuit. Imagine, avec ma voix sexy. Hey. J'ai refusé tout de suite. J'ai dit, non, ça m'intéresse pas du tout. Et finalement, quand j'ai terminé aussi mon certificat, j'ai obtenu un poste à la télévision communautaire de Québec comme chroniqueur culturel. OK. C'était pas très payant, mais j'aimais ça. J'aimais ça parce que j'aime les arts, j'aime la culture et j'ai commencé à faire donc du reportage télé, culturel, des événements culturels et tout. Et franchement, j'aimais beaucoup ça. Mais un jour, on regardait un de mes reportages et puis mon mari me dit « Mais c'est horrible! Mais c'est épouvantable! » Je dis « Oui, ben qu'est-ce que… » Ben oui, mais il dit « T'as comme 50 épuis dans à peu près 10 minutes, ça n'a pas de bon sens. » Puis il dit « Quand c'est pas des épuis, c'est des alors. » C'est pour dire qu'on s'améliore dans la vie. Alors, ben c'est ça. Alors. Alors, et puis, je me suis corrigée. C'était des béquilles. On appelle ça des béquilles. Ah oui. Pourtant, je l'avais appris dans mon cours. C'est des béquilles. Quand tu lises, quand tu es nerveux, c'est des béquilles. Là, donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on est revenu à Moncton. Mon mari devait revenir parce qu'il était professeur à l'université de Moncton. Et là, j'ai eu un poste comme animatrice, donc comme chroniqueur à CHLR. À l'époque, un poste de radio, les gens ne se souviennent probablement pas de ce nom-là, mais c'était un poste qui a fermé pas longtemps après. Et un jour, mon mari me dit, « Bon, pourquoi tu ne vas pas à Radio-Canada? » Je dis, « Ben non, jamais Radio-Canada va m'embaucher. Non, ça ne sert à rien. » Il dit, « Oui, faut aller à Radio-Canada. » Donc, j'arrive à Radio-Canada, je rencontre Gilles Bradette à l'époque et je tombe juste. Tu sais, des fois, les circonstances, c'est juste que je suis tombée au bon moment.
exactement ce temps-là, c'est que il y a un animateur qui devait faire les bulletins de fin de semaine, la lecture de bulletins de fin de semaine et le bulletin télé du dimanche midi. Puis lui, il voulait pas faire de télé, c'était Gérard Letourneau. Et là, il s'était mal pris, il fallait embaucher quelqu'un, personne ne voulait travailler vraiment les fins de semaine. Il me fait lire des bulletins, il dit, bon, ben, je vois que tu as un certificat en journaliste, tu es diplômé du Collège des animateurs, tu vas me faire des bulletins de nouvelles. Et il me dit, mais c'est très bien, tu as vraiment une bonne voix pour des bulletins. Donc, il m'embauche 2 jours par semaine, le samedi et le dimanche, avec le bulletin télé. C'est comme ça que je suis rentrée à Radio-Canada, finalement. Et à Radio-Canada, on entre toujours comme ça. Là. Tu rentres l'ongle d'orteil, puis l'orteil, puis le pied, puis le reste avec. Alors, quelques temps plus tard, on avait besoin d'une animatrice. Donc, j'ai commencé avec l'émission à l'île du Prince-Édouard, avec M. Arsenault. Et de fil en aiguille, c'est ça, je suis devenue permanente. À peu près 1 an après ça, on m'a donné une permanence à Radio-Canada. Je pense que j'avais 28 ans à l'époque. Puis j'ai pas mal tout fait à Radio-Canada. J'allais dire, du radio-théâtre à l'émission de cuisine, au bulletin de nouvelles. Oui. Qu'est-ce qui explique cette polyvalence? Ben parce que j'aime ça, puis je pense que la direction de Radio-Canada savait que j'aimais les défis. Alors, me donner un nouveau défi, la plupart du temps, je disais oui. Mais le théâtre a toujours été prêt parce qu'à un moment donné, j'ai rencontré, il y avait des gens c'était Berthollet Charon, qui faisait les radiothéâtres. À l'époque, on faisait du radiothéâtre à Radio-Canada. Puis, je lui ai dit, écoute, moi, j'ai toujours aimé faire du théâtre. J'en ai fait un petit peu. J'en faisais aussi quand j'étais à Québec, un peu. Et j'ai passé une audition, puis il dit, bon, écoute, on t'embauche. Donc, j'ai fait des radiothéâtres pendant plusieurs années, au moins 3 ans de radiothéâtre, toutes sortes de rôles à la radio. C'était vraiment intéressant de faire du théâtre à la radio. Parce que tout passe dans la voix. Toute l'émotion, tu vois pas. C'est comme un balado, c'est comme ce qu'on fait en ce moment. Les gens ne nous voient pas. Donc, l'émotion ça doit être par la voix. Fait que j'ai beaucoup aimé ça et c'est ça. J'ai toujours fait un petit peu de théâtre à Radio-Canada. Tu vois, t'écoutais l'émission Déclic. L'après-midi, j'ai fait 10 ans avec mon grand ami Émile Babin, un homme que, pour moi, c'est le plus grand des réalisateurs, Émile Babin, un homme extrêmement créatif, avec qui on s'entendait tellement bien, nous deux, parce qu'on aimait beaucoup créer. Et Déclic, il y avait les Déclitours qu'on faisait, tu te souviens? Les Déclitours qui étaient écoutés partout en Acadie. Les gens se faisaient des cassettes des Déclitours. J'ai su que même dans les radios communautaires, on jouait les Déclitours. Fait que j'ai fait ça pendant, 3 ans. Et donc, moi, j'écrivais les scénarios. Et on embauchait des comédiens. Il y avait Luc Leblanc qui jouait avec nous. Il y avait Éric Thériault et Gérald Arsenault de l'Ensemble Vide et moi qui faisais des personnages. Et là, on appelait des personnalités connues, des gens connus, puis on jouait, si tu veux, un tour où on se faisait passer pour des gens. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien, là, on est à l'Université de Moncton, sur le campus de l'université, et on a attrapé l'ancien recteur, là, c'était Bernard Robichaud, je pense. Oui, à l'époque. Et moi, je me suis fait passer pour une dame anglaise qui était la descendante du colonel Moncton, dont l'Université porte le nom. Alors, j'ai appelé au bureau du recteur et tout ça, et puis j'ai réussi à parler finalement. Et je me souviens, j'avais dit, j'ai dit, vous savez, je suis le président du comité du colonel Moncton et on sait que l'université qui porte le nom de la Ancestor et nous aimerions donner à Bursary de l'argent pour des étudiants de chez vous. Et là, il me répond, oui, on est toujours intéressés, oui. Mais là, j'ai dit, oui, mais la condition, on aimerait un statut du colonel Moncton sur le campus. Et là, il me dit, il y a eu un moment de silence. Il me dit, votre ancêtre n'était pas tellement apprécié, vous savez, en Acadie. Donc, ce serait difficile de mettre une statue. Oh, je comprends pas. Le ville porte le nom, l'université porte le nom. C'était un grand personnage. Il dit pas trop, non, pas pour les Acadiens. Et là, finalement, il me dit, écoutez, on pourrait peut-être mettre une petite plaque sur une faculté
Oh, j'ai dit un plaque, c'est bien, oui. Où ça? Ben, on a une faculté, la chaufferie, ça serait bien, tu sais. Oh, chaufferie, je sais pas qu'est-ce qu'on étudie là, mais non, en tout cas, c'était un des déclitours qu'on avait fait. Bon, on en a fait plusieurs. Je me souviens, Jean-François Brault, qu'on avait pris, et lui, il m'en parle à chaque fois, Jean-François. Je me suis fait passer pour la présidente du club de nudistes du lac Saint-Jean, qui l'appelait pour venir chanter durant un grand rassemblement de nudistes. Et puis, je lui disais... je dis, mais là, vous savez, nous autres, on aimerait ça vous avoir, mais vous savez, nous sommes des nudistes, donc toutes des tout nus, et il faudrait que vous-même, vous soyez nus, et votre band, là. Et puis là, il me disait, ben non, mais je peux pas être tout nu. Ben, il dit, est-ce que si je mets ma guitare juste devant, est-ce que ça... Il voulait pas perdre un contrat. Oui. Non, ça a été tellement... Écoute, les gens adoraient ça. Le maire de Tracadie, on avait pris le maire de Tracadie. Ça, c'est peut-être le déclitour qui a été le plus écouté, et même que les religieuses de Tracadie l'avaient mis sur cassette. Ils l'ont fait écouter à des monseigneurs qui venaient du Québec. Je m'étais fait passer pour... en fait, c'était les conseillers de la ville qui m'avaient appelé pour qu'on joue le tour au maire. C'était souvent ça, les déclitours. Et là, je me faisais passer pour une danseuse nue belge qui avait étudié aux hautes études de l'art érotique de Belgique, à Bruges. Et j'aimerais beaucoup aller danser chez vous, à Tracadie, chez au Spot. À l'époque, il y avait toute une controverse concernant le Spot, un bar de danse nue. Puis le maire, il me dit, mais écoutez, je ne sais pas pourquoi vous me téléphonez. Moi, mais oui, en Belgique, vous savez, c'est le maire qui signe. Mais vous, là, monsieur le maire, qu'est-ce que vous aimez? Vous pourrez venir me voir comme ça, dans mon art érotique. Vous aimez quoi? Les gros nichons, les cuisses? Ah, ben oui, moi, j'aime tout. Non, mais on a eu un plaisir fou à faire ces déclitours pendant plusieurs années, oui. Est-ce qu'il y en a que vous avez poussé la note trop loin? Non, parce que c'est sûr, celui de la danseuse nue, on l'a beaucoup révisé, on a consulté, tout ça. Donc, il fallait quand même pas pousser la note trop loin non plus. Il fallait toujours avoir la permission. Hein. Mm-hmm. Il y a des déclitours qu'on n'a jamais diffusés parce que les gens ne voulaient pas. Il fallait avoir la permission des gens pour pouvoir diffuser. Et quelquefois, j'enlevais des morceaux au montage pour être sûr que c'était quand même correct avec la personne. Mais on faisait bien attention. Il fallait que ce soit humoristique. Donc, que ce soit moi qui jouais ou que ce soit Luc Leblanc ou que ce soit Éric Thériault en a fait plusieurs, Gérald Arsenault aussi. Tout était révisé, revu et tout ça. C'était du théâtre. Finalement, c'était du théâtre à la radio qu'on faisait. Et les gens adoraient ça parce que ça faisait oublier, ça jouait les vendredis en reprise les lundis. Et les gens, les enseignants dans les écoles me disaient, on avait hâte. Là. Vendredi, tout le monde écoutait ça ensemble. Ouais. Ça a été des beaux moments, oui. Je sais qu'on parle de ce projet-là, mais si on regarde ta carrière, ces 32 ans-là à Radio-Canada, est-ce qu'il y a un projet qui t'a plus marqué que les autres? Une émission, une entrevue? Écoute, il y en a tellement. J'ai tellement interviewé de gens durant ma carrière. J'ai interviewé des artistes, des scientifiques, Hubert Reeves, par exemple, que j'ai beaucoup aimé, Jacques Salomé, le philosophe qui m'a beaucoup marqué aussi. C'est difficile à dire une personne. Il y a des gens que j'ai, comme Jeannette Bertrand, que j'ai aimé beaucoup parce que moi, j'aime les gens vrais. Et dans ce milieu-là, il y a des gens vrais, puis il y a des gens qui sont moins vrais. Et Charles Aznavour, par exemple, qui est une personne extraordinaire que j'ai eu la chance d'interviewer. C'est ça, j'ai eu plein de gens. J'ai de la misère à m'en rappeler. J'ai tellement interviewé de gens durant toute cette... Mais je peux te dire que ce que j'ai le plus aimé interviewer, c'est pas les gens connus ou les gens célèbres, c'est les gens ordinaires. Moi, le but, c'était de faire parler l'Acadie, c'était de faire parler les gens. Et ce que j'aimais par-dessus tout, là, c'était réussir à faire raconter les histoires des gens, de monsieur et madame qui étaient là. Pas des gens connus, des gens qui faisaient leur vie, mais souvent des gens qui faisaient leur vie, mais qui faisaient des choses extraordinaires dans leur vie.
Puis c'est ces gens-là qu'on découvrait. Et au début de ma carrière, c'était difficile. Je me souviens, au début des années 80, les Acadiens ne voulaient pas beaucoup parler. Ils disaient, on parle mal, etc. Moi, je leur disais, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez à raconter. Il faut que l'Acadie se raconte. Et au fur du temps, ben, je réussissais à faire parler ces Acadiens, ces Acadiennes de toutes les régions parce que je me suis rendue partout. Je suis une personne qui était beaucoup sur la route. Moi, je n'étais pas une animatrice de studio. Je prenais mon micro, je partais sur la route, j'allais à la rencontre des gens pour les faire parler, pour connaître leur histoire et pour faire connaître les Acadiens, par exemple, de la région de Clare, aux Acadiens de la péninsule, parce que l'Acadie est dispersée. Ah oui. Donc, faire parler les Acadiens de l'île du Prince-Édouard aux Acadiens d'ici, d'espèce de faire ce lien-là et que les Acadiens puissent s'entendre avec leur accent et tout ça. Puis je pense que ce dont je suis le plus fière dans ma carrière, c'est d'avoir fait parler l'Acadie, d'avoir fait parler tous ces gens-là. Par exemple, j'avais une chronique le samedi matin qui s'appelait Les Petits Penseurs, que j'ai eu pendant des années et des années. Les gens adoraient ça. Pourquoi? Je faisais parler les enfants. Et là, ça commence comme ça. Il faut faire parler les enfants. Les enfants ont tellement de choses intéressantes à nous dire, à nous apprendre aussi. Et moi, je faisais parler des enfants de 8 ans. Les gens me demandaient souvent, mais pourquoi 8 ans? Parce qu'à 8 ans, tu n'as pas d'inhibition. Parce qu'en vieillissant, tu commences à avoir de l'inhibition, donc tu parles moins. Mais à 8 ans, on est spontané, puis on est assez éveillé pour parler. Donc, écoute, j'ai fait toute l'Acadie. Je suis allée partout, dans toutes les écoles, faire parler les enfants. Puis aujourd'hui, ce qui est bizarre, c'est que je les rencontre, ils sont grands, là. Il y en a qui ont quoi, 20 ans et plus, là. Puis il me dit, « Ah, Anne, tu me fais parler, je suis un petit penseur ou je suis une petite penseuse. » Et ça, j'en suis extrêmement fière d'avoir réussi à faire parler les enfants pendant toutes ces années-là. Puis aussi, à la fin, j'avais ajouté les personnes âgées. J'avais mes grandes penseuses, donc j'avais 4 femmes, des dames âgées, donc Jacqueline Colette, qui est une femme extraordinaire pour qui j'ai une admiration. Elle faisait partie de mes 4 grandes penseuses. Et la réflexion des gens âgés, je trouve qu'on les écoute pas assez. Comme on n'écoute pas assez les enfants, je trouvais qu'on n'écoutait pas assez les gens âgés. Fait, moi, je faisais parler les gens âgés sur le même thème. En fait, je faisais parler les enfants et les personnes âgées. Et ça, j'ai adoré ça. Il y en a une qui est décédée il y a pas longtemps. Ça m'a fait beaucoup de peine, d'ailleurs. Ouais, c'est de toute ma carrière, si je regarde, c'est pas le fait que j'ai interviewé des Robert Lepage, des grands personnages, Francis Cabrel et toutes ces vedettes-là. C'est pas eux que je retiens, c'est les gens ordinaires. C'est eux que j'ai fait parler et qu'on a entendu leur voix. Et je pense que Radio-Canada doit toujours rester là. Il faut faire parler ces gens-là. Il faut aller vers ces gens-là. Puis je pense que, veux pas, avec Radio-Canada aussi, il y a un défi supplémentaire peut-être en Acadie avec l'insécurité linguistique, souvent Oui. qui est chez la population et le fait que Radio-Canada est vu avec un statut peut-être plus hautain, etc., comme le dit si bien Hurt Leblanc dans sa chanson. Donc, ça c'était un défi quand on venait en parler aux gens? Oui, c'était un défi. Ça a été un énorme défi. Au début, oh, mon Dieu, les gens ne m'acceptaient pas facilement. Oui, ça a été un gros, gros défi. Mais je pense qu'à la longue, parce que j'en ai fait tellement, j'en ai fait beaucoup, et les gens, c'est Anne Godin. Oui, Anne Godin, on peut lui parler. Donc, et ça me faisait plaisir parce que, oui, parce que, oui, peut-être qu'il y avait cette perception. Et je pense que pour Radio-Canada, c'est pas facile. Il y a toujours cette perception. Elle est toujours là, cette perception. Et c'est vraiment pas facile. Mais que veux-tu, c'est ça. Est-ce qu'il y a des projets que tu aurais aimé de réaliser au sein de Radio-Canada ou que tu n'as pas pu faire? Oui, j'ai soumis plusieurs projets qui ont pas été toujours acceptés à Radio-Canada.
À la télévision, j'aurais aimé, j'en ai fait quand même, je veux dire, j'ai co-animé à Maritime en direct, j'avais mon émission de cuisine, j'avais des chroniques et tout. J'aurais aimé avoir une émission genre variété à la télé. J'ai beaucoup aimé la radio, j'ai adoré la radio. Mais variété où j'aurais pu justement faire parler les gens. Pas juste les vedettes, mais une émission où on aurait vu les gens. J'ai animé, par exemple, j'ai fait une émission qui s'appelait De village en village pendant quelques années. Je ne sais pas si les gens s'en souviennent, ça fait longtemps, où j'allais dans les villages avec une équipe de caméramans et de réalisateurs, puis on faisait parler les gens du village. Ça s'appelait De village en village. Je trouvais ça extraordinaire. Et malheureusement, la série n'a pas continué, donc on a dû arrêter. Mais j'avais un projet, oui, j'aurais aimé avoir une émission télé où les gens auraient pu plus se voir et un peu dans ce style-là. Mais ça n'a pas fonctionné, donc écoute, c'est ça qui est ça. C'était avant son temps, c'était... Des fois, c'est les circonstances qui font que quelque chose ne fonctionne pas. C'est comme ça. On n'a pas parlé, tu as mentionné beaucoup le théâtre, tu as quand même pu en faire, tu as fait l'humour. Oui. Ça va chercher quoi en toi, ça? L'humour, on a monté un spectacle qui s'appelait Deux filles, c'est drôle. Puis ça, c'était un autre défi. Moi, j'adore les défis. Je suis un peu... des fois, il y a des gens qui me disent, t'es complètement folle. Mais c'est ça. Il n'y avait pas beaucoup de femmes en humour. À l'époque, on croyait vraiment pas trop. On disait que des filles, c'était pas drôle. Et c'est pour ça que nous, on avait appelé avec Agathe Marie. Agathe Marie était comédienne, donc diplômée du département de théâtre. On s'entendait vraiment bien. Elle, c'était une Française. Moi, j'étais acadienne. Puis on a décidé d'ensemble d'écrire tout un spectacle qui s'appelait Deux filles, c'est drôle, pour justement aller, hey, c'est pas vrai que des filles, c'est pas drôle. Puis on racontait toutes sortes d'anecdotes concernant la langue. C'était vraiment autour de la langue, notre spectacle. Et c'était moi par rapport à la langue, elle par rapport à la langue. À un moment donné, moi, je joue une Française qui arrive au Canada, puis elle dit « Ah, des colons! » Ah, monsieur, et c'est votre colonne qui est à côté. Puis elle jouait une Acadienne, genre un peu sagouine aussi dans le spectacle. Et ça a été un bon moment. Donc, on a joué notre spectacle pendant 2 ans. Mais moi, à cause de mon travail à Radio-Canada, on devait refuser beaucoup de contrats. Et à la fin, on était très en demande. Presque tous les centres communautaires voulaient nous avoir en spectacle. On avait eu des demandes pour le Québec, même pour aller à Montréal. Et puis, avec Radio-Canada, c'était de plus en plus difficile d'obtenir des congés pour aller faire les spectacles parce que c'est un métier en soi. Je veux dire, humoriste, c'est un métier en soi. Et ça demande quand même du temps. Et là, on a décidé de mettre fin à l'aventure. Agathe avait décidé d'aller vers d'autres choses. Elle est repartie en France, faire autre chose et tout ça. Mais ça a été très, très agréable. Parce que, tu sais, d'être Diane Lausier, j'écoutais le balado que tu as fait avec Diane, qui est ma grande amie. Puis d'être sur scène et de voir les gens rire, s'amuser, oublier leurs petits tracas, c'est tellement plaisant. Pour un artiste, là, c'est la plus belle récompense. Ça doit être un contraste total avec la radio où est-ce qu'on est là devant un micro, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe chez l'auditeur à la maison. Des fois, c'est sûr qu'on va avoir du feedback par la suite, mais au théâtre, le monde est là. Le monde est là. Puis c'est ça, avec Diane, j'ai joué aussi. Pendant 2 ans, on a fait les monologues de Eve Ensler. Et puis avec Diane, on l'avait un petit peu acadianisé. On avait demandé la permission. On avait écrit à Eve Ensler à New York. Elle nous avait donné la permission de modifier un petit peu, pas le message, mais un peu l'acadianiser, si tu veux. Et puis ça, écoute, on l'a joué au Capitole, on l'a joué à plusieurs endroits. Il y avait Catherine Kilfoy qui était là-dedans, Diane Lausier, Marie Parenteau et moi. Et ça a été une belle aventure aussi. Oui, c'est d'avoir la réaction. Mais tu sais, moi, j'ai fait beaucoup d'émissions devant public. Je pense que je suis peut-être l'animatrice à Radio-Canada qui a fait le plus grand nombre d'émissions devant public. Et j'étais tannante auprès de la direction parce que j'insistais. J'ai dit là, il y a un festival, il y a un salon de livres. Écoute, j'ai fait tous les salons de livres pendant des années devant public. À chaque fois qu'il y avait un événement, j'allais voir mes patrons, je disais, on va faire une émission devant public. J'allais voir mon réalisateur ou ma réalisatrice, je disais, on va faire une émission devant public. Puis, c'est ce que j'ai le plus aimé, faire des émissions devant public. J'adorais ça. Ouais.
parles des monologues, Oui. les femmes, c'est drôle, etc. Est-ce qu'Anne Godin est féministe? Oui. Oui, fière de l'être. Ah, très fière. Je suis féministe, très fière de l'être. Et moi, quand on me dit qu'une femme ne peut pas faire quelque chose, je vais absolument le faire parce que je pense qu'on a du chemin à faire. Des fois, tu sais, les plus jeunes femmes, ils disent, bon, non, faut pas dire ça parce que il y a encore de la misogynie, il y a encore du sexisme. C'est encore pas trop facile de prendre notre place. Tu sais que j'ai été la seule femme animatrice à Radio-Canada pendant un bon bout de temps. Et même que, je sais pas si je devrais te dire ça, j'ai subi, à un moment donné, il y avait un de mes collègues qui était rentré en même temps que moi, qui avait un plus gros salaire que le mien. Et j'avais dit à mes patrons, c'est pas normal. Puis mon patron de l'époque m'avait répondu, oui, mais toi, ton mari, il fait de l'argent, il travaille à l'université. Mais qu'est-ce que ça a à faire avec moi, ça? Je veux dire, c'est pas, Ouais. ça n'a rien à voir. Et je me suis battue pour avoir égalité, salaire égal. Et d'ailleurs, j'ai fait partie pendant 2 ans d'un grand comité au sein de Radio-Canada avec des femmes extraordinaires comme Anne Panassoc, Martine Defoy, où on examinait tous les contrats pour être sûr que les animatrices avaient la même chose que les animateurs, que les femmes journalistes avaient la même chose que les hommes journalistes. On a vu beaucoup de... Il a fallu... Donc, oui, je suis féministe. Très, très, très fière de l'être aussi. À travers ta carrière, qu'est-ce qui a le plus changé dans le monde des médias à travers ces 32 ans-là? Est-ce que c'était plus facile de travailler dans le monde des médias en fin de carrière ou en début de carrière? C'est sûr qu'en fin de carrière, c'était plus facile. Parce que, écoute, en début de carrière, là, moi, je rentrais le matin, j'ai animé l'émission du samedi matin, j'ai même animé l'émission du matin à Radio-Canada. Il fallait aller sur des gros fils de presse, là, des gros rouleaux. Puis, tu sais, les agences de presse comme France Presse, la presse canadienne, tout ça rentrait le matin sur des gros... Il fallait tout tirer ça, lire ça, découper ça. Tu sais, je veux dire, c'était beaucoup de travail. Et je me rappelle, quand on allait faire des entrevues à l'extérieur au début de ma carrière, là, je partais avec une grosse Nagra. Toi, tu connais pas ça, là? Une grosse Nagra. Tu sais, l'animatrice était grosse comme un fil, puis l'appareil était grosse comme ça. Je dis, à la fin de ma carrière, l'animatrice était plus large, puis l'appareil était tout petit. C'était le contraire. Mais c'était pas... puis aussi, il fallait faire du montage avec des rubans. Tout était enregistré sur des rubans. Puis là, on découpait avec une lame, on collait ça sur le mur. Des fois, ça tombait dans la poubelle. Il fallait fouiller pour le morceau dans la poubelle. Il fallait tout coller ça. Tu sais, aujourd'hui, moi, j'ai travaillé beaucoup avec le téléphone intelligent parce que j'adore la technologie. Et je faisais mes entrevues sur le téléphone. Je pouvais même faire mon montage sur le téléphone. Je faisais mes transferts. Je suis allée en Martinique faire une série de reportages sur les Acadiens de la Martinique et j'envoyais mes reportages via mon téléphone. Donc, le téléphone intelligent nous a énormément facilité la vie. Tout est là-dessus. Je veux dire, je faisais des petites vidéos pour le web, je faisais mon montage moi-même, j'avais suivi une formation, je faisais les entrevues, je faisais le montage audio. Donc, la technologie nous a énormément facilité la tâche. D'après, si tu remontes au début, là, c'était pas facile. On a parlé peut-être d'un projet de livre de recettes. Il y a toutes ces légendes, le comptage, etc. Qu'est-ce qui est le projet là, qui te passionne en ce moment? Ben, en ce moment, je dirais que c'est le projet des légendes acadiennes. Okay. Moi, j'ai toujours aimé fouiller au Centre d'études acadiennes qui est juste ici sur le campus. C'est une mine d'or qui dort. Et ce que j'aimerais, c'est faire sortir cette mine d'or-là et l'amener vers les gens parce que c'est notre culture, c'est nous les Acadiens. Puis il faut que ça sorte. Alors, j'ai fait un premier projet en partenariat avec le musée de acadien à l'université où on a fait 2 petits cours vidéo de légendes acadiennes qui ont été très bien reçu. Et tu vois, là, on va compter des légendes acadiennes le 14 octobre au Festival Parlure d'ici. Donc, je choisis des légendes de la collection de Catherine Jolicoeur, de Georges Arsenault, du père Anselme Chiasson. Et puis, je les transforme un peu, puis je les raconte. Puis, il y a Frank Leblanc aussi du Centre d'études qui fait ça aussi.
Donc, le projet des légendes, ça me passionne. Là. En ce moment, là, je suis là-dedans. Puis, moi, tout ce qui est culture acadienne, faire connaître notre culture. Puis là aussi, je travaille, on a un nouveau projet avec le Musée acadien, justement, avec Sophie Mallet. C'est des lettres, et c'est plein de vieilles lettres. OK. Et puis, on va faire un spectacle de lecture de lettres d'amour. Ah. Ça, c'est pour le mois de février. On travaille là-dessus. Des beaux projets pour la Saint-Valentin. Oui, c'est ça. Donc, en ce moment, là, je suis pas mal dans les légendes. Intéressant. J'ai hâte de bien suivre ça. Anne Godin, merci beaucoup de ce partage. Ça a été vraiment un plaisir de discuter avec toi, de réentendre cette voix dans un format presque radio. Donc, ça, c'était vraiment un honneur pour moi de te recevoir. Écoute, c'était un honneur d'être à ton micro, mon cher Marc-André. J'aime beaucoup ce que tu fais. J'écoute tes balados. Je pense que tout le monde devrait écouter tes balados. Ils sont super intéressants. Et écoute, je me suis dévoilée à toi. Là. Je t'ai dit des choses que je n'avais jamais dit avant. Merci beaucoup de s'ouvrir comme ça. Merci des compliments beaucoup. Également. Merci à toi. Vous venez d'écouter un épisode de You ce que t'es rendu avec à l'animation Marc-André Leblanc. Pour ne pas manquer d'épisodes, assurez-vous de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre lecteur de podcasts préféré. You ce que t'es rendu est aussi diffusé sur les ondes de Kodiak FM les jeudis à 18h. Vous aimez cet épisode et vous voulez appuyer le projet? Faites un don au yousqueterrendu.ca. Pour découvrir d'autres podcasts acadiens, visitez acadipod.ca.